Bonjour à tous, nous allons démarrer donc cette nouvelle session du programme achat d'économie circulaire et solidaire. Donc cette nouvelle session est une session dédiée à la méthodologie des achats de la puériculture. Donc je vais laisser la parole à Hugo et Eva qui interviendront durant cette présentation. Merci Annabelle. Bonjour à toutes et à tous, Hugo Konzelman. Je suis le responsable des affaires publiques et juridiques de l'Institut national de l'économie circulaire et à ce titre, je vais vous présenter un petit peu les grands enjeux autour de l'achat public circulaire, plus spécifiquement sur la puériculture qui est un domaine assez intéressant puisqu'il n'a pas encore vraiment fait sa transition vers une économie enfin, plus vertueuse. Et c'est un domaine qui concerne beaucoup les acheteurs publics. Donc, ça nous est apparu pertinent de le traiter et de le traiter en deux webinaires. Donc, là pour l'instant, c'est le premier webinaire sur la méthodologie d'achat. Donc, le déroulé de la séance va être le suivant. Je vais vous faire un rappel des enjeux et de l'actualité réglementaire autour de ce domaine-là. Je vous présenterai quelques outils, quelques guides, quelques ressources, notamment des clauses, hein, des exemples de clauses à inclure dans vos marchés. Et puis enfin, le gros morceau, ça sera la présentation de la grille méthodologique qui est un peu notre bébé dans ce programme achat. Et cette grille méthodo, elle doit vous permettre de faciliter vos achats et d'inclure l'économie circulaire et solidaire dans tous les aspects de vos achats publics. Alors commençons avec les enjeux circulaires, les grands enjeux autour de la puériculture. Qu'est-ce que c'est que la puériculture? Bon, la définition du dictionnaire nous dit que c'est l'ensemble des méthodes propres à assurer la croissance et l'épanouissement du nouveau-né et de l'enfant. Quand on a dit ça, finalement, on n'a pas dit grand-chose. C'est un domaine qui recouvre beaucoup de domaines transversaux et on va essayer, nous, de circonscrire tout ça à quelques grands domaines qui sont significatifs et qui vous concernent, vous, en tant qu'acheteur public, et qui concernent aussi, enfin, qui sont des domaines dans lesquels l'économie circulaire n'a pas encore tout à fait percé. Donc, ça recouvre plusieurs domaines. Ça recouvre le domaine des jeux et des jouets. Ça recouvre le domaine du textile, hein, à travers les vêtements pour enfants, les couvertures, etc. Ça recouvre également le domaine de l'hygiène à travers les couches et les lingettes. C'est un domaine très important, ça, en matière de production de déchets. Ça recouvre aussi l'alimentation, hein, donc les pots bébés, le lait infantile et aussi d'autres matériels plus divers comme les poussettes, le mobilier avec les lits, les tapis, les chaises, etc. On va essayer de regarder déjà quels sont les chiffres clés du jouet en France. Le jouet, c'est un énorme marché en France. C'est 157 000 tonnes de jouets qui sont vendus chaque année, rien que dans notre pays. C'est très important. C'est un marché qui représente 3,5 milliards d'euros. Et c'est un marché qui est vraiment tourné vers l'import, puisque 90% des jouets sont importés et l'immense majorité de ces jouets-là viennent d'Asie. On constate en France qu'il y a en moyenne 10 ans de stockage moyen de jouets chez les ménages. Et on constate aussi, ça c'est l'ADEME qui nous le dit, que 70% des jouets ne sont plus utilisés 8 mois après l'achat. Ce qui implique pas mal de choses, et notamment le fait qu'il y a près de 100 000 tonnes de jouets qui sont jetés chaque année, qui sont très difficiles à recycler, puisque la plupart sont en plastique. Et donc, c'est un domaine et un marché sur lequel il va falloir faire beaucoup d'efforts. Et vous, en tant qu'acheteur public, vous avez une possibilité, enfin, vous avez la possibilité d'agir dessus. Autre domaine qui représente une part non négligeable des déchets produits en France,
C'est les couches et les lingettes jetables, puisqu'on a 3 milliards de couches qui sont vendues chaque année en France. Et là, niveau tonnage de déchets, on est vraiment sur une autre échelle, puisque par rapport aux jouets, puisqu'on en est à 750 000 tonnes de déchets générés chaque année par les couches et les lingettes jetables. Ça représente 3% du total des déchets ménagers et 13% des OMR, des ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire des déchets qui restent une fois qu'on a fait le tri. Donc les déchets les plus complexes à traiter. 13%, c'est considérable et c'est dû principalement aux couches jetables. Il faut en moyenne 4500 couches jetables par enfant sur les 2 ans et demi où ça sera nécessaire pour lui. Donc, on utilise vraiment des milliers de couches jetables par enfant et ça représente un tonnage de déchets qui est absolument considérable. Et c'est également le cas pour les lingettes jetables puisque ça représente 23 kilos par an et par foyer. Sur la question des couches jetables et lavables, il y a un débat sur la question des couches lavables, sur leur réel impact sur l'environnement, notamment à travers leur utilisation de l'eau à travers les lavages dans les machines. Je vous ai sélectionné 3 zones d'impact sur lesquelles on va pouvoir regarder quels sont les chiffres et on va pouvoir regarder quelle est la différence de chiffres entre les couches jetables et les couches réutilisables, les couches lavables. On voit que sur la production de déchets, là, il y a vraiment une différence absolument majeure, puisque les couches, le nombre de couches jetables utilisées sur les 2 premières années pour un enfant, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 4500 couches, alors qu'on va utiliser que 24 pour un enfant. On va utiliser que 24 couches réutilisables sur les 2 premières années. En matière de déchets, ça représente près de 800 kilos pour un enfant, les couches jetables, alors que les couches réutilisables vont, elles, représenter uniquement 5 kilos, ce qui est une différence absolument gigantesque. Et pour 2 enfants, c'est pareil, on voit qu'il y a une énorme différence. Et c'est sur ce poste-là de la production de déchets que les couches réutilisables font vraiment la différence. Sur l'impact économique, la différence va être moindre si on utilise des couches bon marché ou des couches haut de gamme dans la catégorie des couches jetables. On voit quand même que le coût par enfant peut aller de 500 à 2600 euros. Et donc, il y a un écart là qui n'est pas négligeable. Et on voit par contre que les couches réutilisables restent dans un domaine plus restreint, entre 300 et 600 euros, ce qui montre aussi que les couches lavables réutilisables permettent de faire des économies. Et enfin, sur l'impact environnemental de manière générale, on voit à part sur en effet la question de l'eau, où il va falloir réfléchir en effet à rationaliser les lavages sur les couches lavables, on voit que ce soit sur la superficie des terres ou la consommation d'énergie ou la production de déchets, le différentiel est extrêmement important entre les couches en tissu et les couches jetables. Donc, enfin, voilà, il s'agissait un petit peu de remettre les choses à leur place et de montrer que les couches lavables, en effet, peuvent poser un petit problème au niveau de l'utilisation de l'eau et de l'énergie pour faire des machines. Mais sur le reste, elles sont largement, largement plus vertueuses que les couches jetables. Pour ce qui est des aliments, je me suis concentré sur le lait infantile parce que l'alimentation de manière générale, c'est quelque chose d'un peu plus général et donc
J'ai préféré rester sur le lait infantile. On voit que 1 kilo de lait en poudre nécessite 4700 litres d'eau. C'est énorme et surtout, c'est un produit qui est transformé. Donc, il est conçu à partir de lait de vache, mais on peut y ajouter beaucoup de choses, notamment de l'huile de palme, de coco, de colza, de tournesol, des huiles d'algues et de poisson, ainsi que des vitamines et des minéraux, ce qui va alourdir le bilan carbone et écologique de ce lait en poudre. Et pour chaque kilo de lait en poudre produit, on estime qu'il y a environ 21 kilos de gaz à effet de serre qui sont émis. Là-dessus, je fais un petit focus sur l'alimentation aussi, puisque sur les pots en verre et les pots en plastique, il y a aussi une discussion sur lequel est le plus vertueux. On sait que les alternatives écologiques ont parfois des effets contrastés. Et dans le cadre des marchés publics, il faut parfois anticiper le fait que certaines solutions vertueuses vont apporter d'autres problématiques. On voit dans le cadre, par exemple, des pots en verre que, bien sûr, ils se recyclent mieux et ils ne risquent pas de contenir du bisphénol, donc il est meilleur pour la santé, mais son poids aggrave son coût carbone lors des transports. Donc, c'est quelque chose quand même à prendre en compte et, enfin, et à anticiper. Et dans le cas des pots en verre, on tentera de rationaliser la collecte, le nettoyage et la livraison pour diminuer cette empreinte écologique du pot en verre qui reste quand même une solution beaucoup plus vertueuse, notamment en matière de production de déchets. Enfin, sur le textile et les matériaux enfants, là, c'est un chiffre un peu général, mais qui concerne aussi la petite enfance. L'industrie textile, elle produit 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. Donc, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Ça représente 10% du total des émissions mondiales. Et environ 80% des textiles et poussettes proviennent d'Asie. Donc, c'est aussi une économie qui est très tournée vers l'import et qui est extrêmement carbonée. Et on sait que du fait de sa croissance, un enfant portera moins longtemps ses vêtements, bien sûr, donc aura un impact écologique assez important. Voilà un peu pour les grands chiffres. Qu'en est-il de l'actualité réglementaire autour de ce domaine de la puériculture? Il y a des différentes filières REP, donc à responsabilité élargie du producteur autour de la puériculture. On s'aperçoit qu'il y a une REP jouée qui a été votée lors du passage de la loi AGEC au Parlement. Et depuis le 1er janvier 2022, donc c'est une filière qui est encore assez embryonnaire, il y a une REP qui a été mise en place autour du jouet avec des objectifs relativement ambitieux, puisqu'elle va viser à collecter 30% des jouets, soit 30 000 tonnes par an, contre 7 000 actuellement. Et elle va viser à réemployer 20% de cette collecte, soit 6 600 tonnes. Il y a un zéro en trop. Il y a aussi une REP textile autour des textiles sanitaires pardon, à usage unique qui va être mise en œuvre à partir de 2024. Là aussi, c'est issu de la loi AGEC. C'est la réglementation européenne qui nous l'a imposée et elle va viser entre autres les couches et les lingettes à usage unique. Quand on voit que le tonnage de ces textiles spécifiques a été multiplié par 2,5 depuis 1993, on se rend compte qu'en effet, il était temps de faire quelque chose. Puis après, il y a d'autres REP qui sont, elles, plus généralistes, mais qui concernent quand même
le secteur de la puériculture, celle des emballages ménagers, des emballages industriels et commerciaux. Celle sur les emballages industriels et commerciaux arrivera, elle, en 2024. Puis enfin, une qui est vraiment très marginale, mais que j'ai quand même mise, c'est la REP sur les piles et les accumulateurs usagés, puisqu'elle concerne notamment les piles de jouets enfants. Il y a aussi une autre problématique à venir en ce qui concerne la réglementation, c'est l'augmentation à venir de la taxe générale sur les activités polluantes. Il y a une trajectoire en forte hausse qui a été décidée à partir de 2020 pour tout ce qui est incinération et enfouissement des déchets. Ces deux modes de traitement des déchets sont les plus mauvais modes de traitement de déchets, et c'est pour ça qu'on a décidé d'augmenter leur coût pour que les acteurs soient incités à valoriser leurs déchets. Et les collectivités, elles, vont être les premières concernées par cette augmentation. Selon Amorce, la TGAP associée à l'incinération ira jusqu'à 25 euros la tonne en 2025. Donc on voit que par rapport à 2020, le coût de traitement de cette tonne de déchets par incinération va doubler. Et pour ce qui est de l'enfouissement, là, c'est une augmentation vraiment très très importante, puisque le coût va passer de 25 euros en 2020 à 65 euros en 2025. Donc, la réduction de ces volumes de déchets et la valorisation de ces déchets-là va devenir également une nécessité financière pour les collectivités. Et donc, quand on sait que les couches, par exemple, représentent un tonnage de déchets non négligeable, c'est quelque chose à prendre en compte. Je vous ai mis quelques clauses issues de la clause verte, qui est un outil, enfin un site internet qui recense toutes les clauses vertes qui peuvent vous aider à rendre plus vertueux vos marchés publics. Je vous en ai sélectionné quelques-unes pour qu'on voit ensemble à quoi cela peut ressembler. Il y a une clause sur les matériaux biosourcés qui va concerner donc plutôt l'habillement, le mobilier, la santé et l'hygiène. Et cette clause, elle recommande aux entreprises de favoriser les matériaux biosourcés et de respecter les critères environnementaux listés dans la clause ci-dessous. On voit donc qu'on peut rendre un peu plus vertueux ce marché-là en y incluant des sous-critères environnementaux, par exemple les conditions de production et de commercialisation, le caractère innovant de ces matériaux, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs, et la préservation de la biodiversité. Il y a une autre clause qui, elle, concerne plus le mobilier et la qualité de l'air, donc qui va être quelque chose qui va concerner plus l'environnement et le caractère sanitaire. On va pouvoir inclure une clause dans notre marché qui indique que la labellisation du mobilier doit répondre à des normes strictes. Cette clause, elle prend cette forme-là. Lors du renouvellement du mobilier, le fournisseur devra indiquer la preuve d'une labellisation de ces meubles, prouvant donc qu'ils sont peu émissifs et ne nuisent pas à la qualité de l'air. Ensuite, il y a quelques labels qui suivent, des labels qui font référence dans ce domaine-là. Et cette labellisation, elle va garantir que les produits répondent à des critères environnementaux, qualitatifs, sociaux. Et donc, par exemple, on va préférer des portes et des étagères de placard qui seront classées en A+. Quelques rappels utiles lors de la passation du marché. Lorsque c'est possible, on va essayer de couper en deux son marché entre les consommables et les autres produits pour faire correspondre les offres circulaires aux différents besoins.
Et il faut aussi rappeler que les consultations doivent être faites de manière à répondre au marché existant. Et donc, on va penser à allotir son marché pour mieux faire correspondre l'offre et la demande. Quelques ressources à vous donner avant de passer à la grille méthodologique. Vous avez l'ADEME qui a fait une étude sur les jeux, l'impact environnemental des jeux et des jouets en 2020 et quels labels sont les plus utiles. L'ADEME a également fait une étude sur l'alimentation durable en restauration collective. Et enfin, l'INEC a fait une étude sur l'industrie textile et les changements suite à l'adoption de la loi AGEC. Donc là, c'est des guides et ressources un peu généralistes, mais qui peuvent vous être utiles dans le cadre de la puériculture. Et enfin, de manière beaucoup plus spécifique, je vous invite à aller voir le gros travail de l'ADEME sur les couches lavables. Avec cette étude-là, les couches lavables en crèche, c'est possible. La couche lavable essayée, c'est l'adopter. Et enfin, des exemples de collectivités ayant opté pour des couches lavables. Ça peut vous être très utile si jamais vous essayez d'adopter ce mode-là, ce mode plus vertueux dans votre collectivité. On va maintenant passer à la grille méthodologique. Alors, je vais faire une petite manœuvre. Hop. Donc oui, cette grille méthodologique, elle repose sur les 4 grands domaines dans lesquels vont agir l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire, donc l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs, la gestion des déchets et enfin l'achat solidaire. On va ensuite segmenter ces grands domaines par grands piliers, grands piliers de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire. Donc ces grands piliers, c'est par exemple l'approvisionnement durable, l'économie de la fonctionnalité ou l'allongement de la durée de vie. À travers ces grands piliers, ça va nous permettre de décortiquer, vos marchés publics et ça va vous permettre d'agir sur tout le spectre économique et de faire de la commande publique un levier. Donc, je passe à la grille méthodologique. Voilà. Alors, la grille méthodologique, je me suis concentré que sur 2 secteurs pour que ce soit plus simple et qu'on n'y passe pas non plus trop de temps. Une fois qu'on aura identifié sa famille d'achat, donc la famille, en l'occurrence, il s'agit de la puériculture, on va sélectionner le secteur, enfin plusieurs secteurs dans lesquels on va essayer d'agir pour rendre notre achat plus vertueux. On voit par exemple là qu'on est dans le domaine de l'offre des acteurs économiques et que ce domaine-là, il est sous-divisé avec, par exemple, l'approvisionnement durable, les produits et les fournitures durables et l'éco-conception. Et ce domaine-là, il y a des sous-thématiques qui y sont associées et sur lesquelles ça va nous permettre d'agir. Et donc, par exemple, le secteur du jouet, les sous-thématiques associées au secteur du jouet, les sous-thématiques associées à l'approvisionnement durable sont l'extraction des matières premières. On va regarder sur notre secteur du jouet comment agir pour agir spécifiquement sur cette sous-thématique. Par exemple, sur l'extraction des matières premières, on va essayer de privilégier des jouets qui sont labellisés avec des normes ISO 14000 ou le marquage CE. Donc, c'est des jouets dont le traitement chimique est conforme aux obligations légales. Sur le domaine du textile et du textile sanitaire, on va privilégier des tissus qui demandent peu de traitement chimique. Et on va essayer d'interdire les colorants nocifs. Et ça va être valable pour le textile et le textile sanitaire.
Sur les matériaux et fournitures recyclables. Si l'achat de jouets neufs est indispensable, on va essayer de privilégier des jouets issus du recyclage. Et également sur le textile, on va éviter des tissus aux fibres mélangées, plus difficiles à recycler. Et on va essayer de privilégier du coup le monofibre, quand l'usage le permet, bien évidemment. Sur la possibilité d'intégration de matières recyclées, là, on est un peu sur le même domaine. Mais par exemple, sur le textile, on va privilégier bien sûr des tissus qui contiennent des fibres recyclées. Et c'est l'occasion de rappeler aussi que 80% des textiles utilisés dans l'Union européenne ne sont pas recyclés. Sur la question des matériaux et des fournitures issues du réemploi et de la réutilisation, là, on touche à quelque chose de très important pour le jouet, puisque c'est vraiment la manière la plus vertueuse d'agir sur ce domaine. Il ne faut vraiment pas hésiter, ça doit être la priorité, à avoir recours à des jouets et des jeux de seconde main qui vont être donc issus du réemploi et de la réutilisation parce que c'est la manière la plus vertueuse d'agir. Donc on va essayer d'inclure des pourcentages de jouets issus du réemploi et de la réutilisation dans son marché. Et je vous ai mis quelques noms d'entreprises qui sont spécialisées là-dedans, donc Picocase, Yoti Shop, Pickwick et ID Kids. Sur le textile et le textile sanitaire, on va essayer de valoriser les chutes de tissus issues des usines et on appelle ça communément l'upcycling. Sur le recours à des matériaux biosourcés, certains jouets vont être plus vertueux parce qu'ils vont être issus de matériaux comme le bois ou d'autres matériaux naturels. Simplement, il va falloir faire attention au traitement chimique de ces matières. Sur le textile, on va essayer d'avoir recours à des fibres naturelles. Et ce sera, enfin, on va essayer d'avoir recours à des fibres naturelles et on va essayer d'éviter que ces fibres soient transformées chimiquement. Sur la réversibilité des usages et la modularité, on va essayer de privilégier des matériaux solides, que ce soit pour le jouet ou pour le textile. Sur le potentiel de réparabilité, ce qu'on sait, c'est que les jouets en plastique ne sont pas réparables et représentent actuellement 75% du marché. Donc c'est une difficulté. Mais ça va nous permettre aussi d'aller vers des catégories de jouets qui sont plus réparables. Pour la question du textile, il n'y a pas encore d'indice de réparabilité pour le textile. Mais on va pouvoir, enfin ça arrivera en 2024, mais on va pouvoir inclure par exemple des contrats de location avec la prise en charge de la réparation et la possibilité de faire un bilan annuel de l'état des textiles. Là, on passe au processus de production et on voit qu'il est divisé en plusieurs parties également. Donc, on va regarder les émissions de gaz à effet de serre durant le processus de production. On va essayer de préférer des jouets qui sont fabriqués en Europe, voire en France. Je vous ai mis un exemple, les jouets du Kera, ou sur des plateformes type jejouetique.fr où là encore, on va essayer aussi toujours de privilégier des jouets issus du réemploi et de la réutilisation dans des stocks de proximité. Là encore, je vous ai mis un rappel que l'industrie textile est la deuxième la plus polluante au monde. Et je vous ai mis aussi un exemple, enfin, dans le domaine du textile sanitaire, une majorité des couches et de lingettes sont importées. Et il faut s'en rappeler. Et par exemple, les Pampers, qui sont relativement connus, proviennent toutes des États-Unis. Sur la consommation d'eau dans le processus de production, bon, bah là, il s'agit de voir qu'il y a une forte consommation d'eau dans le processus industriel de fabrication des jouets. Dans le cadre du textile, on va essayer de regarder si on ne peut pas privilégier pardon, des tissus issus d'écolabels européens. Et on va essayer aussi de ajouter dans notre marché
de regarder la dimension de pollution de l'eau. Donc, voir comment cette eau a été traitée pendant le processus de production. Sur la consommation des espaces naturels, ben, bien évidemment, il faut du pétrole, du plastique, du métal, du bois pour fabriquer des jouets et des piles. Et également, pour fabriquer du textile, on va consommer beaucoup d'espaces naturels et beaucoup de ressources. Donc, il faudra veiller à bien regarder cela. Et sur la consommation énergétique dans le processus de production, mais bien évidemment, la majeure partie des économies asiatiques repose sur le charbon et le pétrole, et donc chaque jouet ou textile produit pardon, de sa création à son transport émet du CO2. Donc, on va essayer, par exemple, de mettre un indicateur de réduction de la consommation énergétique dans le processus de production, et on va essayer d'y inclure, pourquoi pas, un bilan carbone. Sur l'aspect livraison, on va essayer de favoriser au maximum les moyens de transport écologiques, et dans le cas spécifique des couches lavables, on va essayer, dans le cas où on offre pour un service, bien sûr, on opte pour un service de nettoyage de couches lavables, il va être préférable d'inclure une clause favorisant le transport vertueux et rationalisé de ces produits. Et enfin, sur le moyen de transporter, donc le conditionnement des produits, on va on va essayer de faire en sorte de privilégier des matières locales et peu polluantes, sachant que, par exemple, aujourd'hui, 84% des emballages de jouets sont désormais recyclables. Donc, c'est plutôt encourageant. Sur l'économie de l'usage et de la fonctionnalité, sur le fait, par exemple, de privilégier l'usage à la possession, il existe des solutions de location de jouets pour particuliers, pas encore pour professionnels, mais je vous ai quand même indiqué quelques noms. Et sur les textiles, on va essayer de passer des contrats de location avec la prise en charge de la réparation et le bilan annuel des textiles. Et il existe aussi des services pour louer des couches lavables. Donc, on va essayer de regarder ça et de voir à quel point c'est possible de le faire. Et puis, sur l'EIT, on va essayer de s'informer sur des plateformes régionales d'économie circulaire du type d'Eclaira sur les initiatives d'écologie industrielle et territoriale en matière de puériculture, même si, à mon avis, c'est tout à fait embryonnaire. Sur la demande et le comportement des consommateurs, sur l'usage du produit et de la fourniture, on va regarder la consommation énergétique durant l'usage du produit. C'est assez peu pertinent pour les jouets, hormis les jeux électroniques, mais même pas vraiment. En revanche, et sur la consommation d'eau, c'est pareil. En revanche, sur le textile, on va réfléchir dès l'approvisionnement à l'usage de son produit. Donc, comment il va résister au lavage fréquent, quelles matières sont susceptibles d'être mélangées, etc., etc. Et si le lavage et la maintenance est à la charge du fournisseur, on va essayer de demander des garanties en termes d'économie d'utilisation de l'eau, et en particulier dans le cas des couches lavables. Sur la maintenance préventive, on va anticiper dès l'achat la durée de vie des jouets, bien évidemment, là encore en préférant des jouets solides et des jeux à longue durée de vie. Et sur le textile, on va inclure dans le contrat un bilan semestriel ou annuel de l'état des vêtements pour maintenance, remplacement ou réparation. Sur l'allongement de la durée de vie de ce produit, dans la catégorie réparation, on va veiller à ce que les contrats incluent des possibilités de reprise pour réparation. Dans le cadre du jouet, on peut essayer aussi de se rapprocher de structures de réparation généralistes ou de jouets comme Toy Rescue, Rejouer ou Rival Toy. Pour ce qui est du textile, on va également aussi faire en sorte que la réparation soit prise en compte dans un contrat de maintenance ou dans le contrat initial du fournisseur. Sur la possibilité de réemploi, sur les jouets, c'est une vraie question.
il n'y a que certaines catégories de jouets qui sont particulièrement facilement réemployables. Les jeux de construction et les poupées. Et par exemple, sur les peluches, on n'en a que 30%. Sur le textile, on va essayer de privilégier le don ou la revente des excédents, sachant que le potentiel de réemployabilité des textiles petite enfance, du fait de leur faible utilisation par enfant, est compensé par une usure plus forte, parce que justement, ils sont utilisés par des enfants. Sur la question de la gestion des déchets, enfin, on va réfléchir à la réutilisation du produit en externe, en par exemple donnant nos produits à des collectivités, à des associations ou à des entreprises à proximité. Et si on veut le faire en interne, on va réfléchir à donner son produit à d'autres services de la collectivité ou à des employés, même pour un usage personnel. Les jouets, 35% des jouets sont recyclables s'ils sont bien triés, donc ça c'est quelque chose quand même de non négligeable. Et pour le textile, on va essayer de s'assurer de l'envoi en filière de recyclage. Et on va demander de la part du contractant une preuve de cet envoi. Enfin, sur la valorisation énergétique, bon, ça concerne assez peu les jouets, mais il n'y a pas forcément énormément le textile, mais on va essayer de composter des fibres naturelles qui sont non traitées. Et enfin, sur les dons, ben, vous avez plusieurs associations qui reçoivent ces dons-là et qui les traitent et les redistribuent, donc le Relais, Emmaüs, Restos du Cœur. Et il y a aussi des agences intermédiaires comme l'agence du don en nature et l'association Don Solidaire. Et sur la partie achat solidaire, je laisse la parole à Eva. Merci Hugo. Donc effectivement sur la partie, achat solidaire, on va avoir achat solidaire, moi je dis plutôt achat socialement responsable qui intègre de l'achat solidaire et d'autres enjeux sociaux. On va se questionner sur 2 éléments, essentiels. Ça va être le potentiel, en termes d'économie sociale et solidaire et tous les enjeux sociaux liés, à la production, à l'utilisation, de différents produits. Donc cette famille d'achats, très vaste qu'est la puériculture, quand on parle d'ESS, il y a clairement une difficulté pour les entreprises de l'ESS de s'insérer sur ce secteur-là, puisque ça reste quand même un secteur, assez réglementé. Voilà, on va pas pouvoir, être dans des démarches, de réemploi, sur plein de petits articles et cetera. Par contre, si on continue à se focaliser toujours sur ces sujets, de jeux et jouets, et de textiles, finalement, ce dont on se rend compte, c'est que les acteurs de l'ESS, ils rencontrent ces enjeux, d'économie circulaire en se positionnant, sur ces sujets-là aussi. Alors aujourd'hui, je vais pas trop rentrer dans le détail de toute la partie, textile, puisqu'en fait, on a quand même dédié toute une session, tout un webinaire, au textile. Donc vous allez retrouver plein d'informations, directement sur la page ressources, du Rapide. On a mis en ligne, toutes les grilles, tous les éléments qu'on aborde dans nos webinaires. Donc je vais me focaliser quand même plutôt sur tout ce qui est jeux et jouets. En termes d'enjeux, ce qu'on peut se poser comme question quand on utilise cette grille sur le potentiel ESS, c'est est-ce que, l'intensité de la main-d'œuvre est, faible, moyenne ou forte? Puisqu'on a quand même tendance à dire qu'un niveau d'intensité, de main-d'œuvre important et un niveau de qualification, plutôt faible, c'est sur ces segments d'achat-là que l'ESS a tendance, de manière générale, évidemment, c'est toujours à mettre en perspective d'un sourcing, approfondi, c'est sur ces segments-là que, l'ESS va se positionner. En ce qui concerne les jouets, l'ESS est effectivement très présente sur les activités de gestion de la fin de vie des jouets, donc sur tout ce qui est, heu, collecte, recyclage, valorisation, reconditionnement, voilà, nettoyage de jouets. C'est là où on va retrouver le plus, de structures de l'ESS. Là, parmi les différents acteurs mobilisables que je vous ai cités, on a Rejouer qui est une association spécialisée à vrai dire, et puis toute une liste, à la Prévert de différentes, structures, mais je vais pas trop rentrer dans le détail des acteurs puisque,
Le prochain webinaire qui porte sur des retours d'expérience intègre aussi, une présentation de différents portraits d'acteurs de l'ESS, et mon collègue Manuel sera beaucoup plus en capacité que moi de vous donner du détail vraiment sur les capacités de ces acteurs. Dans tous les cas, c'est bien de se rappeler, que l'ESS assez présente sur ces thématiques de gestion de la fin de vie des produits. Voilà. Petit focus quand même très rapide sur tout ce qui est couches. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler des alchimistes qui se positionnent sur tout ce qui est, couches, recyclables et c'est une, entreprise, ESUS donc, de l'ESS. Hem, En ce qui concerne les enjeux sociaux, associés du coup, à la production de jouets, voilà, Hugo en a beaucoup parlé, sur, le fait que c'était une économie, d'importation, donc que énormément de jouets sont produits, hors Europe, et on va retrouver des problématiques, propres, du coup, aux pays, dans lesquels, les jouets sont produits. Ça va porter notamment sur, le respect des conditions de travail, donc le salaire légal minimum, hem, le paiement des heures supplémentaires, le temps de travail et les jours de congé, des éventuelles problématiques de travail forcé et de travail des enfants. Comment on va pouvoir, intégrer ces enjeux-là, dans les marchés publics? Bah, ça va se traduire par, demander, hem, enfin, en tant qu'acheteur, en fait, être proactif dans ce qu'on va demander, aux fournisseurs, demander de fournir, les preuves des audits sociaux, et tout simplement aussi pouvoir mentionner noir sur blanc dans le marché public, à ce que les fournisseurs respectent les conventions internationales, de l'OIT, voilà. C'est toujours des problématiques, importantes parce qu'évidemment les fournisseurs, que vous allez solliciter dans tout ce qui est, approvisionnement en jouets neufs, heu, on sait que les chaînes d'approvisionnement sont quand même, assez longues. Donc c'est pas le fournisseur en tant que tel qui va pouvoir, fournir, des preuves de lui-même, ses engagements sociaux. Donc il va falloir aller chercher chez les sous-traitants, de rang 1, de rang 2 et cetera et voilà, c'est peut-être, plus complexe, mais il y a des outils qui sont, existants et qui peuvent être tout à fait, pertinents, et qui peuvent se transposer de segment d'achat en segment d'achat. Je fais référence notamment à, un cadre de mémoire sociale, qui a été mis à disposition dans un guide, sur, l'achat, numérique responsable. On en a déjà parlé, dans une précédente session et dans ce guide, il y a toute une partie sur les enjeux sociaux associés, voilà, à ces soucis de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous pouvez aussi réutiliser ces outils, sur des segments d'achat, où, la problématique de la chaîne d'approvisionnement, est important. Voilà, enfin sur, le sujet de la santé et sécurité des consommateurs, sur les jouets, bah, les consommateurs, c'est des enfants, donc évidemment, il faut être, d'autant plus vigilant, sur ces sujets-là. D'autant plus, quand les jouets, ne sont pas des jouets, voilà, en bois où on sait que le traitement du bois est parfait et cetera. Il va falloir du coup, avoir une attention particulière, sur tout ce qui est dangers potentiels en matière, chimique, physique, mécanique, électrique, sur tout ce qui est inflammabilité, radioactivité et tout ce qui est hygiène. Je vous ai mis dans la grille, le lien, vers tout ce qui est réglementation applicable, aux jouets pour les producteurs, ou dans ce cas, dans les marchés publics, on va pouvoir aller demander des preuves aussi, voilà, de la sécurité, et de la sûreté, en fait, de ces produits. Que ce soit par, l'autocontrôle des producteurs lorsqu'ils sont, ils rentrent dans ce cadre, où ils appliquent des normes harmonisées comme, les normes CE, par exemple, mais également, tout ce qui est, contrôle par un tiers où on va pouvoir aller questionner les fournisseurs. Voilà, on a fait un petit peu le tour, de tout ce qui était, enjeux circulaires, enjeux sociaux et solidaires et Hugo, je veux bien que tu repasses sur la présentation. Voilà, Hugo a mentionné, quelques éléments, sur, qu'est-ce qu'il fallait, intégrer dans son marché et comment il fallait réfléchir, en tout cas, pour intégrer des éléments, d'économie circulaire. Ouais, tu l'avais, parfait, merci. En termes de techniques d'achat solidaire, il y a différents leviers qu'on va pouvoir, exploiter. Le premier, ça va être la définition du besoin. En tout cas, sur tous les segments d'achat qui ne sont pas, très réglementés et qui ne sont pas, contraignants, de par, voilà, de par les enjeux
voilà, de sécurité, santé, des enfants et cetera. Là, on va pouvoir aller re-questionner la logique d'économie circulaire puisque encore une fois, on a tendance un peu à distinguer économie circulaire, économie sociale et solidaire, mais finalement, les acteurs de l'ESS, ils sont présents sur ces segments-là. Donc questionner la logique d'économie circulaire, ça implique aussi de se dire: «Bah, en fait, est-ce que du coup, en re-questionnant mon besoin, je vais pas pouvoir aussi, intégrer ces enjeux sociaux, dans mon marché?» Dans les conditions d'exécution, évidemment, la clause sociale est à votre disposition et sur le segment d'achat des jouets spécifiquement, c'est tout à fait possible d'intégrer une clause sociale, avec un pourcentage d'ailleurs relativement élevé puisque, ça va, très fortement encourager la réponse, que ce soit, en direct ou en sous-traitance, de structures de l'ESS pour, voilà, répondre à cette clause sociale. Les marchés réservés, alors sur le secteur de la puériculture de manière générale, c'est pas forcément ce que je recommanderais puisque, voilà, ça restreindrait aussi beaucoup, le champ des possibles pour d'autres structures qui ne seraient pas forcément de l'ESS, mais qui seraient quand même des structures engagées et je pense que sur ces thématiques-là, c'est pas forcément, le plus pertinent. En revanche, l'allotissement et Hugo l'a mentionné tout à l'heure pour, tout ce qui est économie circulaire, mais c'est évidemment tout à fait vrai, pour les structures de l'ESS qui restent quand même des structures souvent de taille, réduite. L'allotissement qui est obligatoire et sinon on doit justifier pourquoi on n'en fait pas, hem, il va quand même falloir, voilà, réfléchir son allotissement de manière intelligente. Peut-être en se disant que, les zones d'intervention de nos prestataires ou de nos fournisseurs, sont réduites. Ça permet de réduire les volumes et peut-être, d'avoir, différents fournisseurs qui répondent à différentes, zones géographiques. Ça, c'est une solution. Encore une fois, je réinsiste sur tout ce qui est gestion de la fin de vie des produits. On va peut-être, pouvoir isoler ces prestations dans des lots spécifiques. Voilà, de se dire, «Est-ce que j'intégrerais pas, toute une partie, maintenance, réparabilité, pour un prestataire, en question?» plutôt que de juste se dire: «Voilà, j'utilise mon jouet, il est cassé, je le jette». Puisque encore une fois, l'ESS peut se positionner sur ces sujets-là. Et enfin évidemment, réfléchir, pas forcément de manière globale en se disant: «Bah, voilà, je vais faire, un marché, puériculture», mais je vais, vraiment distinguer, les segments d'achat qui sont propices à ce que, les structures de l'ESS, puissent répondre. Voilà. Un autre levier qu'on a, c'est le marché, dont l'objet est l'insertion, que je ne recommande pas du tout, pour la puériculture puisque de toute façon, les marchés dont l'objet est réservé à l'insertion, c'est très réglementé, c'est assez, contraignant, donc c'est pas forcément, une thématique, pertinente, pour ce levier-là en tout cas. Enfin, sur ce qui est, critères de sélection des offres, on va avoir, plusieurs, possibilités pour valoriser les démarches, sociales en fait, des entreprises. La première, c'est évidemment, de valoriser, la démarche, insertion, si clause sociale il y a, où là on va pouvoir, demander, aux fournisseurs d'expliciter, la mise en œuvre en fait de leur démarche d'insertion et la valoriser à travers ces critères d'attribution. L'autre point, et j'en parlais tout à l'heure quand j'abordais, les enjeux sociaux, ça va être de pouvoir valoriser les démarches de traçabilité sociale des produits. De cette façon, on va pouvoir peut-être proposer un mémoire de cadre social et ça permettra d'avoir un comparatif commun, entre les différents fournisseurs et de pouvoir attribuer des notes qui soient, plus ou moins élevées, voilà, sur les différentes offres qu'on va recevoir. Hem Voilà, en termes de technique d'achat solidaire, c'est compliqué de tout balayer, puisque de toute façon, c'est quelque chose que je répète, assez souvent, c'est évidemment toujours, toujours, toujours à mettre, en perspective de l'offre disponible sur votre territoire. Donc, quand on veut faire des achats, circulaires et solidaires, il faut, toujours être proactif dans son sourcing et aller chercher aussi, les informations en amont de la procédure de passation des marchés, afin de vraiment adapter sa stratégie d'achat, au plus proche de ce qui est faisable, sur le territoire. Voilà, Hugo, tu peux passer à la suite. On en vient à la fin de cette, session et du coup, on voulait vous rappeler, rapidement les différents modules auxquels, vous avez accès, en tout cas en tant qu'adhérent INEC, OPSAR, acheteur, canaux AES et commune et territoire de la MGP.
Le premier module auquel vous avez accès, c'est les conseils minutes. C'est une permanence qu'on assure du côté, Cano, Agence des économies solidaires, tous les vendredis entre 10 heures et 11 heures, sur des créneaux de 30 minutes, par participant. Vous pouvez vous inscrire avec, le lien, Calendly qui est dans la présentation, mais qui est disponible, également, dans différents mails que vous avez déjà dû recevoir si vous êtes inscrit au programme achat, mais peut-être que, Hugo ou Stéphanie peut l'envoyer éventuellement dans la conversation si vous y avez accès. Voilà, donc l'objectif vraiment de ces conseils minutes, c'est, sur un très court créneau, on va balayer, une problématique, une question spécifique que vous avez par rapport à un marché que vous avez en cours, par rapport à des marchés à venir. L'idée, c'est quand même de nous indiquer quand vous vous inscrivez sur le créneau, un petit peu, la thématique que vous souhaitiez aborder afin qu'on arrive un petit peu préparé parce que des fois 30 minutes, c'est assez court et on n'a pas forcément, le temps de tout voir. C'est des créneaux que vous pouvez, réserver, à plusieurs reprises si vous voulez approfondir certaines choses et on va dire que c'est un petit peu la version, très allégée des, groupes de travail. Hem Je te laisse passer à la slide suivante du coup, Hugo, s'il te plaît. Merci. Les groupes de travail, ça va être des sessions de 3 heures, avec 3 à 6 personnes, dans lesquelles vous vous présentez avec, un projet d'achat, sur lequel on aura échangé en amont pour vraiment être sûr que ce soit, du temps, mis à contribution pour vous et voilà, vraiment mûrir votre projet d'achat, dans lesquels on va, avec toute l'équipe, donc l'INEC, l'AMGP, et l'Agence des économies solidaires, on va venir, travailler vraiment, votre besoin, vous donner, des ressources, pour le sourcing, vous donner des éléments, de rédaction des documents avec, des marchés exemplaires sur les mêmes sujets, que les vôtres, et toute l'équipe est à disposition, vraiment pour vous appuyer pendant toute cette session de travail et en fait, ça vous permet vraiment, d'avancer dans la rédaction de votre marché en intégrant, ces enjeux d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire. Donc on a eu le premier groupe de travail, juste avant l'été qui, à notre sens, s'est très bien passé. Voilà, on était très satisfaits de la manière dont ça s'est déroulé et je pense que les participants, sauront aussi, vous dire, si ça a été, bénéfique. Mais vraiment c'est, parfaitement adapté si vous avez déjà ou si vous avez déjà identifié un projet d'achat spécifiquement où vous pensez qu'il y a du potentiel. Dans tous les cas, l'idée, c'est de se dire: «On va utiliser les outils qu'on a à notre disposition», notamment la grille, que Hugo a présentée, pour venir questionner ces différents enjeux d'économie circulaire et de SS et savoir qu'est-ce qui est possible de faire. La prochaine session pour les groupes de travail, c'est la semaine prochaine, donc c'est le 15 septembre. Normalement, vous avez dû recevoir, un mail de ma part hier, pour vous y inscrire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, à contacter, qui que ce soit de l'équipe, du programme. On saura vous rediriger pour bien prendre en compte votre demande d'inscription et voir effectivement si votre projet d'achat est adapté du coup pour ces groupes de travail. Dans l'idéal, on aimerait clôturer les inscriptions, ce vendredi pour être, voilà, nous en capacité de travailler un petit peu en amont les sujets et cetera et on reconfirme tout ça, dans la semaine. Mais n'hésitez pas, c'est des sessions qui sont gratuites et souvent, très bénéfiques, d'autant plus si c'est des sujets que vous n'avez jamais abordés. Voilà. Et en ce qui concerne les prochaines étapes, pardon, donc le groupe de travail, la semaine prochaine, le 15 septembre et dans 3 semaines, le deuxième webinaire, sur les retours d'expérience et présentation de portraits d'acteurs sur cette thématique de la puériculture. Vous serez informés, de toute façon, en temps et en heure, via, la plateforme Rapide si vous y êtes, ou par les mails de, Stéphanie Morisset qui pilote, tout ça, du côté de la MGP. Voilà, je pense qu'on a fini. Merci beaucoup pour votre participation.